Bon, on va donc commencer, Audrey, Très bien. par toi. Donc, on va commencer par des cas cliniques. Ah oui, non, Il me pardon. semble, On commence, par pardon. Oui, oui. des cas cliniques donc, faits par les internes, où après on aura les réponses aussi expliquées dans les topos qui suivront. C'est à vous. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de scanner. Donc nous, on va vous poser les questions. Donc il y a des questions, c'est pas un cas clinique, il y a juste des questions comme ça sur les différents thèmes qui vont être abordés. Et il y a aussi des questions sondages pour lesquelles il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste pour évaluer un peu les pratiques dans la salle, pour discuter après de tout ça dans les topos. Donc on va pouvoir passer à la première question. Et on s'intéresse du coup à l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante de type 1. Et pour parler un peu de physiopathologie, est-ce qu'on parle d'insuffisance respiratoire aiguë de type 1 pour des valeurs de PaO2 inférieures à 60 mm de mercure avant oxygénothérapie? Est-ce que l'insuffisance respiratoire aiguë de type 1 survient sur poumon sain? Est-ce que l'embolie pulmonaire entraîne un espace mort et un effet shunt? Chez un patient en insuffisance respiratoire aiguë de type 1 sur une atélectasie, la classe des inhibiteurs calciques est à privilégier en cas d'hypertension artérielle associée. Et enfin, le gradient alvéolo-capillaire est souvent augmenté dans l'insuffisance respiratoire aiguë de type 1. Voilà, on vous laisse voter. D'accord, bah donc c'est assez mitigé. Il y a des réponses à pas mal de propositions. Donc c'est le professeur de Jonc qui répondra à toutes ces questions dans son topo. On va vous mettre juste rapidement les vrais et les faux, mais on discutera de tout ça par la suite. Alors, question suivante sur l'oxygénation non invasive, dont on va discuter les réponses ensuite avec le professeur Constantin. Alors, première question. Voilà, en cas d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante, les scores ROX et ACCOR sont utiles pour prédire le risque d'échec des traitements non invasifs. En post-extubation, des malades à haut risque de réintubation, l'oxygénation à haut débit est supérieure à l'association VNI et oxygénation à haut débit sur le risque de réintubation. En post-extubation, la VNI est à risque de retarder la réintubation et d'induire des psyllies post-extubation. Et enfin, selon les recommandations de la Société européenne de 2022, la VNI n'est pas recommandée en première intention dans le traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. De type 1 ou pas de type 1? Type 1C hypoxémiante pour nous. Alors, donc, on discutera des réponses ensuite avec le professeur Constantin, mais ce que je vois, donc on va essayer de discuter, de vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, les scores ROX et ACCOR dans la prédiction de l'efficacité de l'oxygénation non invasive. Ensuite, les lésions de psyllie, on en discutera également, et la VNI n'est pas recommandée en première intention dans le traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. On va pouvoir aussi en débattre en suivant, et c'est pour ça qu'on en vient à cette question de sondage dans la salle. Question de pratique.
Alors, est-ce que vous, dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante de novo, est-ce que vous utilisez la VNI dans la prise en charge initiale, en pré-intubation? Les recommandations européennes ne préconisent pas la VNI, mais est-ce que vous le faites quand même? Non, là c'est une question de pratique, il n'y a pas de bonne réponse, c'est pour avoir un petit sondage de la salle. Ok, très bien. À propos du décubitus ventral en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë, l'augmentation du rapport PaO2 sur FiO2 est nécessaire pour considérer le décubitus ventral comme efficace. La diminution de la mortalité induite par le décubitus ventral est liée à une amélioration de l'oxygénation. Les séances de décubitus ventral permettent de diminuer la surdistension pulmonaire liée à une PEP élevée. Et le traitement par décubitus ventral n'a pas d'effet sur la capnie. Donc là, les réponses sont encore assez hétérogènes. Et la seule proposition qui était vraie était le fait que les séances de décubitus ventral permettent de diminuer la surdistension pulmonaire liée à une pression expiratoire positive élevée. Une deuxième question afin de sonder les pratiques. Pour la prise en charge du syndrome de détresse respiratoire aiguë, utilisez-vous de manière systématique des curares lors des séances de décubitus ventral? Comme la VNI, du coup, c'est 50-50 sur les sondages. Voilà, on arrive sur la dernière question. Et donc là, on va s'intéresser au mode ventilatoire lors de la ventilation invasive de ces patients atteints d'insuffisance respiratoire et de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Proposition A, donc pression et volume sont les déterminants clés de la surdistension pulmonaire et des VILI. La méthode de détermination personnalisée de la PEP pour chaque malade selon le RI ratio a démontré son bénéfice en termes de mortalité par rapport aux tables PEP FiO2. L'hyperoxémie comme l'hypercapnie peuvent être délétères dans le SDRA. Le réglage sur le ventilateur du I sur E à 1 sur 2 prime sur le réglage du débit inspiratoire chez un patient en SDRA ventilé en volume contrôlé. Et enfin, le volume courant et la PEP sont les meilleurs marqueurs pour prédire la mortalité dans le SDRA. Voilà, donc il y a deux réponses qui se détachent, et c'était celle qu'on avait considérée comme exacte. Et c'est le docteur Virginie Perrier du coup qui nous présentera tout ça dans son topo tout à l'heure.